S'ils ne concluent pas un accord, il y aura des bombardements. Des bombardements comme ils n'en ont jamais vu auparavant. C'est l'avertissement du président Trump à l'Iran, clair, direct et soutenu par la puissance de feu. Le temps presse, une échéance approche, et si l'Iran ne s'assoit pas à la table, les États-Unis sont prêts à déchaîner le B-2. Les bombardiers furtifs S-6, armés de brise-bunkers revêtus d'une technologie absorbant les radars, sont déjà en position. Leur mission, paralyser le nucléaire iranien et détruire ses bases de missiles souterraines. Comment se déroulerait exactement une campagne de bombardement américaine sur l'Iran, heure par heure? Analysons cela en détail. Avant d'examiner le plan d'attaque, voyons comment les États-Unis et l'Iran en sont arrivés là. La montée en puissance est aussi explosive que ce qui pourrait suivre. Avec les tensions croissantes en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs, la menace terrifiante d'une guerre nucléaire n'a jamais paru aussi tangible. Actuellement, 9 pays possèdent des armes nucléaires. Les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Cependant, l'Iran pourrait bientôt s'ajouter à cette liste. Malgré les démentis historiques des responsables iraniens sur leur intention de développer des armes nucléaires, l'Iran a un programme nucléaire ancien et bien établi. Et les experts estiment que le programme iranien atteindra bientôt le taux d'enrichissement en uranium de 90%, si crucial. Le pays pourrait donc raisonnablement commencer à développer un petit arsenal de têtes nucléaires. Évidemment, les États-Unis et de nombreux alliés ne souhaitent pas que cela se produise. Si l'Iran se dotait d'armes nucléaires, les conséquences seraient potentiellement désastreuses. Bien que nous ne puissions prédire avec certitude, des armes nucléaires renforceraient considérablement la position de l'Iran pour affirmer sa domination dans le Golfe Persique. Il pourrait étendre son territoire, intensifier son conflit avec Israël et jouir d'un statut nettement plus élevé en tant que nation indépendante et puissance géopolitique mondiale, avec beaucoup plus de leviers diplomatiques qu'il n'en a jamais eu auparavant. Voici quelques raisons pour lesquelles les États-Unis et des alliés comme Israël ont œuvré sans relâche pour freiner le programme nucléaire iranien et dissuader le pays de développer l'arme atomique. Mais il semble désormais qu'une approche plus autoritaire puisse être requise. C'est du moins ce que semble penser le président Trump, qui n'a pas hésité à menacer l'Iran dans les termes les plus forts. Début mars 2025, Trump a envoyé une lettre au leader suprême iranien, Ali Khamenei. Dans cette lettre, qui marquait le premier échange majeur entre les États-Unis et l'Iran depuis le retour de Trump, le président a exprimé son souhait de négocier un accord nucléaire avec le pays. Interrogé sur la réaction des États-Unis si l'Iran refusait de négocier, Trump a répondu sans détour. « Nous sommes à la fin avec l'Iran, aux derniers instants. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Une arme nucléaire va se produire très bientôt. Je préférerais un accord de paix plutôt que l'autre option, mais l'autre option résoudra le problème. Le bombardement, une option plus proche qu'imaginée, pourrait être envisagée. » Cependant, les progrès vers toute négociation ou accord ont été très lents jusqu'à présent. Dans sa première réponse à la lettre, Khomeini a affirmé que les États-Unis n'étaient pas fiables et qu'il ne soutenait pas de négociations directes avec l'administration Trump. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a adopté un point de vue différent, déclarant qu'il soutiendrait des pourparlers avec les États-Unis, mais qu'il était prêt à suivre la direction de Khamenei. Le 7 avril, une percée semblait avoir été réalisée. Le président Trump a annoncé des pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Nous avons entamé des pourparlers directs avec l'Iran. Ça se passera samedi. Nous avons une très grande réunion et nous verrons ce qui peut se passer, a ajouté Trump. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un accord serait préférable. Cependant, les responsables iraniens ont rapidement répondu et minimisé les pourparlers. Sur Dix, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqi a indiqué que les pourparlers seraient indirects, contrairement à ce qu'a affirmé Trump. Il a précisé que les pourparlers devaient se tenir à Oman, avec le ministre omanais des Affaires étrangères, Badar al-Boussaïdi, comme intermédiaire. Plusieurs rondes de pourparlers indirects entre les deux pays ont eu lieu au fil des années, mais ils mènent rarement à des changements majeurs. Les dernières discussions directes entre les États-Unis et l'Iran sur ce sujet datent de la présidence de Barack Obama, qui a négocié un accord nucléaire avec l'Iran en 2015, mais le président Trump a abandonné cet accord en 2018. Ainsi, l'Iran considère maintenant que c'est aux États-Unis, et à Trump en particulier, de rétablir la confiance avec le pays. Araqi affirme que la balle est dans le camp américain. À en juger par les prochains mouvements de l'armée américaine, l'Amérique s'apprête à frapper fort. Ces mots ont beaucoup plus de vérité qu'Araqi aurait pu l'anticiper, car les États-Unis prennent effectivement cette situation très au sérieux. Sur ordre du président Trump, au moins 6 bombardiers B-2 pouvant emporter des armes nucléaires ont été déployés sur une base à Diego Garcia. Une chaîne d'îles de l'archipel des Chagos,
dans l'océan Indien, utilisé comme base militaire conjointe américano-britannique pendant des décennies. Les États-Unis disposent d'un total de 20 bombardiers stratégiques furtifs à longue portée. Environ 30% de toute la flotte se trouve actuellement dans l'océan Indien, ce qui représente une déclaration importante. Et un responsable américain a confirmé que ce mouvement n'était pas déconnecté de l'échéance iranienne de Trump et de la possible menace d'action militaire contre l'Iran. Surnommés les fantômes du ciel, les bombardiers B-2 coûtent la modique somme de 2 milliards chacun et sont parmi les bombardiers furtifs les plus puissants, sophistiqués et avancés jamais créés. Ils sont très difficiles à détecter, même sur des radars avancés, et peuvent transporter des charges nucléaires et conventionnelles pour dévaster les bases et équipements ennemis. En positionnant cette puissante force à environ 2300 miles du territoire iranien, les États-Unis renforcent clairement les propos de Trump. Si l'Iran ne vient pas à la table et ne conclut pas un accord, la menace de bombardement est très réelle et imminente. Mais comment serait menée une campagne de bombardement des centrales nucléaires et des bases de missiles de l'Iran ? Examinons heure par heure une telle attaque qui, pour l'instant, n'est que hypothétique, mais pourrait devenir réalité en seulement quelques semaines. Première heure. D'abord, l'unité d'assaut aérien des États-Unis quitterait sa position stratégique sur Diego Garcia dans l'océan Indien. Il est à noter que les États-Unis auraient pu positionner leurs bombardiers bien plus près de l'Iran, comme au Qatar. Cependant, l'Iran dispose d'un système de défense aérienne décent. Il dispose à la fois du système Bavar 373 et du S-300 PMU, deux Russes, chacun capable d'engager des cibles aériennes à des distances considérables. Le Bavar 3732, amélioré, peut intercepter des cibles jusqu'à 299 km, tandis que le S-300 PMU 2 a une portée effective d'environ 195 km. Bien que ces systèmes n'égalent pas la portée des missiles balistiques iraniens, ils constituent un défi significatif face aux menaces entrantes. Donc, si les États-Unis lancèrent des bombardiers depuis le Qatar, à seulement 160 km de l'Iran, ce dernier pourrait réagir rapidement. Il pourrait lancer des missiles anti-aériens immédiatement, abattant potentiellement des bombardiers et autres avions avant même le décollage des appareils américains. Cependant, en décollant de Diego Garcia hors de portée des missiles iraniens, la menace d'une attaque immédiate au décollage est en effet éliminée. On croit que la vitesse maximale des bombardiers B-2 est juste au-dessus de 600 miles par heure. Au décollage, il leur faudrait plus de 3 heures pour atteindre l'espace aérien iranien. Lors de l'attente des B-2, les États-Unis déploieraient et positionneraient d'autres forces aériennes dans la zone. Notamment, nous nous attendrions à voir des avions de chasse FA-18 Super Hornet et EA-18G Growler décoller des porte-avions positionnés dans la mer d'Arabie. Leur rôle serait clair. Certains se concentreraient sur le dégagement d'un chemin à travers les défenses aériennes iraniennes. Pendant ce temps, d'autres escorteront et protégeront les vastes Quasi 135 stratotankers essentiels pour maintenir la mission, fournissant du ravitaillement pour les jets et les bombardiers B-2 essentiels. On croit qu'environ 100 de ces jets de combat sont actuellement stationnés dans des endroits autour de l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et la Jordanie, prêts à voler et à frapper des cibles dès qu'ils reçoivent l'ordre. Troisième heure. Tandis que les B-2 volent encore, les ravitailleurs et les jets d'escorte se positionneraient dans l'espace aérien allié au-dessus de l'Arabie Saoudite. Pendant ce temps, des escadrons de Super Hornets équipés de bombes planantes guidées GBU-53 seraient pas probablement envoyés au-dessus de l'Iran, prêts à les larguer sur les systèmes de missiles anti-aériens iraniens, facilitant et sécurisant ainsi l'avancée des B-2. 3 heures après le début de la mission, les B-2 atteindraient leur cible. Même s'ils ont une portée maximale d'environ 6000 milles nautiques et n'auraient accompli qu'environ 1800. À ce stade, ils devraient encore se ravitailler pour réussir le reste de leur mission. L'étape suivante consisterait à aligner les B-2S à côté des pétroliers Strata pour le ravitaillement. Pendant ce temps, les Super Hornets formeraient un cercle protecteur, prêts à répondre à toute menace venant du sol. Une fois ravitaillés, les B-2 continueront de voler. C'est ici que les Growlers déploient dans leur arme secrète, une rafale de bruit électronique qui sert à dérouter les systèmes radars ennemis et à désorienter les forces terrestres. Cela empêche presque les Iraniens de suivre les déplacements de la flotte. Même s'ils savent que les bombardiers sont en route, ils ne connaîtront pas leur direction ni leur position à un moment précis. 5e heure. À ce stade, les B-2 divergeraient probablement, chacun suivant son propre plan de vol vers une cible spécifique. À ce stade, il est crucial de bien cerner ses objectifs et leurs raisons. Les États-Unis devraient utiliser leurs bombardiers les plus puissants et leurs munitions les plus explosives pour porter un véritable coup de grâce. Historiquement, l'Iran
à compter sur ces barrières naturelles, comme la chaîne de montagnes d'Elbert, traversant le nord du pays. Et les montagnes Zagros, situées à sa frontière ouest, pour défendre son territoire. Historiquement, les armées d'invasion devaient manœuvrer autour et entre les chaînes de montagnes pour progresser. Canalisés dans des espaces étroits, il était relativement facile pour le peuple d'Iran de défendre leur territoire. À l'ère moderne, la guerre a beaucoup changé, mais l'Iran utilise toujours ces mêmes montagnes pour se défendre. Il a construit de nombreuses bases de missiles et installations nucléaires profondément sous ces montagnes. Cela signifie qu'il y a des dizaines et des dizaines de pieds de formations rocheuses naturelles protégeant les soi-disant villes de missiles de l'Iran. Beaucoup sont censés être bien plus de 100 mètres, soit 330 pieds sous la surface. De plus, ces bases ont été lourdement fortifiées avec environ 8 pieds de béton les recouvrant. D'énormes portes anti-souffle de 25 tonnes jalonnent les tunnels, protégeant de vastes stocks de missiles, lanceurs et autres armements. On dit que ces portes anti-souffle peuvent résister à une explosion nucléaire de 30 mégatonnes l'allant à seulement 1 mile de distance. De plus, de nombreux tunnels connectent la plupart de ces bases et installations. Ainsi, si une attaque imminente est détectée à un endroit, les missiles et autres équipements peuvent être rapidement déplacés par les tunnels vers un nouvel endroit, les portes anti-souffle et les murs renforcés aidant à minimiser tout dommage. L'Iran a qualifié ces villes de missiles souterraines de cauchemar pour ses ennemis. Et il est vrai qu'aucune force aérienne sur Terre n'a les bombes nécessaires pour même égratigner ces bases, sauf l'United States Air Force. C'est-à-dire, jamais, depuis que le développement des bases souterraines de l'Iran a été révélé. Les États-Unis ont développé des bombes pouvant exploser à travers plusieurs mètres de roche pour atteindre des cibles à des profondeurs extrêmes. Le résultat de leurs efforts est le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 30 000 livres, ou Massive Ordnance Penetrator, autrement connu sous le nom de Bunker Buster Bomb. Les GBU-57, plus grandes et puissantes que toutes les bombes anti-bunker précédentes, mesurent plus de 6 mètres de long et ne peuvent être transportées que par de gros bombardiers comme le B-2. Et ils sont capables de pénétrer jusqu'à 200 pieds de béton armé ou de terre. Cependant, ce n'est pas assez pour atteindre les installations iraniennes, enfouies à plus de 300 pieds sous terre. Les États-Unis ont néanmoins progressé pour perfectionner cette technologie. Il a trouvé un moyen d'utiliser la technologie de guidage Global Positioning System précise pour permettre au B-2S de larguer plusieurs bunker busters au même endroit. Ainsi, le premier pourrait creuser 200 pieds dans le sol, tandis que le second suit son chemin et frappe beaucoup plus profondément afin d'atteindre les bases souterraines. 6e heure. Chaque B-2 équipé de 2 de ces bombes capables de cibler des bases jusqu'à 400 pieds sous terre survolerait l'Iran jusqu'à leur cible, s'élevant à des hauteurs allant jusqu'à 50 000 pieds. Certains se dirigeraient probablement vers l'ouest en direction des montagnes Zagros, tandis que d'autres iraient vers le nord, visant les bases sous les montagnes Elburz. Pendant ce temps, les analystes américains, basés dans des centres de commandement souterrains, garderaient un œil sur divers flux de données en temps réel, prêts à rediriger et conseiller les forces aériennes, si elles sont repérées par les radars iraniens ou ciblées par des armes terrestres, ou les forces aériennes iraniennes. Ce qui inclut des avions de chasse comme le Mikoyan 29 et le F-14. Ces jets sont moins performants et puissants que ceux des forces américaines. Mais, ils seraient toujours capables d'infliger de sérieux dommages à tout B-2 qui croiserait leur chemin. Cependant, il serait peu probable que les radars iraniens parviennent même à détecter les B-2. Ces jets sont extrêmement furtifs, avec des ailes volantes uniques, les rendant indétectables aux radars ennemis. Ils sont recouverts de matériaux absorbant les radars, réduisant leur signature radar, et possèdent des capacités de camouflage multispectrales, pour les cacher des systèmes de surveillance infrarouge, acoustique et électromagnétique. Même si l'Iran repérait les B-2 et envoyait des jets vers eux, les forces américaines riposteraient, les Growlers continueraient à inonder les ondes de bruit statique, confondant les systèmes de surveillance ennemis. Et les FDX-8 Super Hornets seraient plus qu'à la hauteur des F-14S iraniens et des MiG-Ur-7. La technologie de camouflage permettra aux B-2 d'atteindre leur cible discrètement et en toute sécurité. Une fois en position, ils pourraient déployer successivement leurs bombes destructrices de bunkers. Les bombes, guidées par Global Positioning System militaire, frapperaient leur cible avec une précision chirurgicale. La première vague ferait d'énormes trous dans le sol, tandis que les bombes secondaires voleraient directement dans ces cratères et se connecteraient avec les bases en dessous. Les bombes devraient être larguées à des hauteurs d'environ 20 000 pieds, dont les B-2 descendraient avant de les libérer. Cela offre aux destructeurs de bunkers le temps et l'espace pour s'ajuster en vol vers leur cible. Les B-2 pourraient ensuite remonter en sécurité, cachés parmi les nuages. En un instant,
Des quantités colossales de matériel militaire iranien seraient détruites, et des années de dur labeur du pays dans son programme nucléaire seraient anéanties. 8e heure. Dès les premières bombes, l'Iran réagirait sans faute. Il pourrait déployer des lance-missiles anti-aériens cachés dans le labyrinthe souterrain, les amener à la surface, tirer des missiles dans le ciel, puis les ramener à une sécurité relative avant de recharger et de repositionner. Il est également probable que les sites de missiles solaires ou surfaces à air missiles du pays s'activent, tirant une volée de salves dans le ciel. Bien sûr, les États-Unis auraient anticipé cela, et il est probable que la plupart, sinon tous ces missiles, ne parviendraient pas à trouver une cible. Les Growlers continueraient à semer la confusion dans la surveillance ennemie grâce à l'interférence lourde et aux leurres des forces aériennes américaines, pendant que les F-18 survoleraient le ciel pour soutenir l'évasion des B-2. Heure 9. Maintenant, tous les B-2 devraient avoir largué leurs bombes et touché leurs cibles. Avec les missiles iraniens illuminant le ciel et le sol en chaos, le B-2S devrait se diriger vers l'ouest, vers un espace aérien sûr dès que possible. Il quitterait l'Iran pour se rendre en Irak, où d'autres stratotankers les attendraient, si Bagdad autorise l'accès des États-Unis à son espace aérien. Prêt à ravitailler les bombardiers, le F-18S continuerait à patrouiller l'espace aérien, en cas d'attaque aérienne de dernière minute des Iraniens. Ensuite, une fois sortie de la zone à risque, la flotte américaine pourrait se retirer de nouveau, sans danger vers Diego Garcia, atterrir dans une autre base militaire américaine sûre de la région, ou même entamer le long vol de retour vers les États-Unis. En une journée, les bombardiers américains pourraient dévaster le programme nucléaire et les bases militaires de l'Iran. Même ceux que l'Iran juge les plus sûrs et sécurisés au monde. Ces missiles pourraient s'enfoncer profondément sous la terre, faisant exploser d'énormes morceaux de paysages montagneux pour atteindre les bases d'en dessous, causant des dégâts sans précédent en quelques minutes. L'Iran était confiant qu'il pourrait se reconstruire même s'il subissait une telle attaque. Avec l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale israélien Chuck Freilich, déclarant que l'Iran a aujourd'hui les connaissances nécessaires pour reconstituer le programme. Même après une attaque totalement réussie, l'action militaire n'est donc plus une option pour éliminer le programme, seulement pour gagner du temps. Cependant, vu l'ampleur des dégâts qu'une bombe américaine causerait, et la vue des B-2 pas si loin, l'Iran pourrait devoir reconsidérer sa position et négocier un accord nucléaire avec le président Trump. Sinon, un désastre est sûrement à l'horizon pour le pays. Que pensez-vous des tactiques de Trump envers l'Iran jusqu'à présent? Un bombardement B-2 pourrait-il réellement se produire dans un avenir pas trop lointain? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de nouvelles et de mises à jour sur les tensions croissantes au Moyen-Orient et au-delà.